sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast de Nakan. Et pour co-animer cet épisode, mon co-animateur chéri, Monsieur Greg. Salut Greg. Salut Armano, comment vas-tu ? Comme tu peux le voir, ça va à peu près. J'ai remis les lunettes ce soir, je suis un peu fatigué. Je souffre un petit peu de l'allergie au pollen qui sortent. Alors, comme je suis plutôt nature, je ne me bourre pas de médicaments en tout genre. Mais justement, c'est un peu le sujet du jour. On va continuer notre série sur le dopage. Et pour ça, on a un autre spécialiste qui est côté français cette fois-ci, contrairement à Jonas Soji que l'on avait reçu qui était côté suisse la dernière fois. Cette fois-ci, on va avoir un petit peu un angle plus franco-français et aborder le sujet un petit peu plus de la prévention avec notre invité du jour, Mathieu Muller. Salut Mathieu. Salut Armano, bonjour Grégory. Ravi d'être là avec vous pour prolonger cette petite série sur le dopage et l'antidopage. Bienvenue dans le podcast. Alors Mathieu, eh bien, on a une tradition comme sur les autres podcasts. Quand on a un invité, j'aime bien en savoir plus sur nos invités. Donc je te laisse à nouveau le micro pour te présenter rapidement. Qui es-tu ? Que fais-tu ? Et puis, tant qu'à faire, on va en parler. Quel est ton rapport avec le triathlon ? Parce que tu es aussi triathlète. Ouais, effectivement, je suis triathlète amateur. On pourrait dire semi-professionnel puisque... je le pratique. Ouais, bon amateur quand même. Je le pratique intensément. Donc voilà, plutôt sur longue distance dernièrement, même si j'ai couru sur des grands prix, donc en première division française de triathlon. Et là, bon, je vais me remettre un peu sur les grands prix, mais plutôt de duathlon avec mon nouveau club de Palaiseau. Jusqu'à l'an dernier, j'étais licencié à Montpellier, ma ville d'origine. Mais voilà, pour ce qui est du triathlon, mais maintenant je suis sur Paris, c'est pas la même pour s'entraîner, donc il faut savoir s'adapter. Mais je suis monté sur Paris pour le travail, puisque je suis chargé de mission prévention du dopage au ministère chargé des sports depuis bientôt 3 ans. Et voilà, je m'occupe du coup de tout l'aspect prévention, et notamment le plan national de prévention du dopage, sur lequel on va revenir plus tard. Bien sûr, on va revenir là-dessus. Donc, ceci explique donc cela. Pourquoi est-ce que l'on t'a invité ? On a dégrossi le sujet du dopage avec Jonas il y a quelques semaines pour en savoir plus sur justement ce que c'était que le dopage. Là, aujourd'hui, avec toi, on va parler beaucoup plus prévention avec cette vue plutôt ministère chargé des sports en France. Peut-être comme on l'a fait avec Jonas. Est-ce que tu pourrais revenir très rapidement avec nous sur une définition globale du dopage ? Qu'est-ce que c'est que le dopage ? Alors déjà, pour revenir, on va dire peut-être à la philosophie en fait de cette question-là, je vais juste présenter un autre concept qui est celui des conduites dopantes. Finalement, c'est la notion de prendre des produits, des compléments ou utiliser une technique pour surmonter finalement une épreuve de façon artificielle. On le fait un peu tous les jours avec le café, par exemple, c'est un très bon exemple. C'est finalement quelque chose qu'on prend pour surmonter la fatigue du quotidien, sans que ce soit un produit finalement considéré comme un produit dopant. Puisque si on en vient à la discussion du dopage, le dopage c'est très lié au monde sportif, et uniquement au monde sportif. Finalement, c'est le fait de prendre un produit ou d'utiliser une technique qui serait interdite. Donc c'est ça la vraie définition du dopage. Après, on pourrait aller un peu plus en précision et prendre la définition de l'Agence mondiale antidopage, qui considère, elle, que le dopage, c'est le fait de violer une des règles antidopage. Il existe une dizaine de règles qui sont des violations au règlement antidopage. Par exemple, le fait d'obstruer un contrôle, de se soustraire à un contrôle, c'est considéré comme du dopage pour cette instance, bien qu'on ne soit pas dans la... C'est considéré comme du dopage ou c'est considéré comme une contrevenance aux règles antidopage ? C'est une contrevenance aux règles antidopage, mais l'Agence mondiale considère que c'est du dopage. Sa définition du dopage, c'est de violer finalement la réglementation antidopage. Ok. Et il n'y a pas une question de violer plusieurs règles en même temps. C'est dès qu'on viole une des règles, c'est considéré comme du dopage. Exactement. Violer une règle antidopage, c'est considéré comme du dopage. Violer plusieurs règles peut entraîner finalement une sanction plus importante, peut-être de façon cumulative. Mais voilà, chaque règle, chaque violation
de la réglementation antidopage est considéré comme du dopage. Mais pour revenir sur la définition du sens commun, voilà, c'est le fait d'utiliser un produit ou une technique interdite et le fait que cette utilisation soit réalisée par un sportif. Et c'est très important de bien se raccrocher à cette question du sport, et d'autant plus en France où on a effectivement une définition du sportif qui est assez claire, et donc cette question du dopage ne peut pas s'appliquer à l'entièreté de la population, et c'est pour ça que j'ai commencé par le principe des conduites dopantes. Mais moi, j'aimerais juste revenir en fait sur cette interdiction, et puis on en a parlé avec Jonas, et puis là je t'embête peut-être un petit peu Mathieu avec ma question, mais finalement elle est assez innocente. On parle de conduite dopante quand on utilise une technique qui nous permet d'éluder un problème, en l'occurrence qui est typiquement un problème quand on fait du sport. Et par exemple, tu prenais l'exemple du café qui nous permet d'éluder le problème de la fatigue ou voilà, d'avoir plus d'attention peut-être dans un moment donné de la journée. Un sportif qui n'a pas forcément l'endurance nécessaire pour faire une épreuve, il va décider de s'entraîner pour augmenter son endurance. Est-ce que ça, c'est pas déjà une pratique dopante dans le sens que tu l'as expliqué tout à l'heure ? Alors non, car dans la notion de conduite dopante, il y a cette idée de façon artificielle. Voilà, c'est finalement, ce n'est pas le travail, ce n'est pas des choses que l'on va considérer comme naturelles ou communes, mais aller sur des produits. Donc j'ai pris l'exemple du café, mais il y a tout un tas d'autres exemples qu'on pourrait prendre, et finalement c'est peut-être, enfin à mon sens, c'est une notion qui va à l'encontre des principes du sport, qui serait de travailler pour progresser, et là l'idée ce serait de tendre vers peut-être des raccourcis, et on le voit peut-être encore plus dans la sphère extérieure au sport. On peut parler de la musculation par exemple dans un cadre de loisirs, avec une notion peut-être d'augmentation de la performance visuelle, physique au sens visuel. Et là, très vite, finalement, on va avoir recours à des techniques, des méthodes qui vont peut-être artificiellement augmenter sa capacité musculaire, et ça va entraîner surtout des dangers. Et c'est forcément une notion qui est étroitement liée à la question du dopage et des conduites dopantes, le risque pour la santé. Tu disais, surtout en France, le dopage est étroitement lié au sport, mais si on sort de la sphère du sport, qu'est-ce qui se passe ? On parle plus de dopage, on parle plus de conduite dopante, ou on peut ne pas être sanctionné. Je prends un exemple typique. On oppose souvent les échecs au sport. Quelqu'un qui va prendre des produits ou qui va avoir des conduites justement dopantes pour mieux se concentrer sur sa partie d'échec, ou qui va avoir recours à d'autres techniques qui pourraient être aussi assimilées peut-être à de la triche. Est-ce qu'on va parler de dopage parce que les échecs c'est pas du sport, ou peut-être même dans le monde de l'e-sport ? Alors c'est une très très bonne question, et c'est deux exemples qu'on prend assez souvent, puisque les échecs, donc il y a une fédération française des échecs, c'est considéré comme un sport. Et ça rentre du coup dans dans la sphère du sport, et donc après... Bon, j'aurais pu prendre l'exemple d'un club de lecture alors. Alors oui, alors là à ce moment-là on s'écarte effectivement, mais les échecs, voilà, ce qui est important, c'est que un joueur d'échecs peut jouer chez lui à la maison avec une dimension de loisir. Par contre, à partir du moment où il va participer à une compétition qui donne lieu à une remise de prix, et bien là, tout de suite, il va rentrer dans cette notion de sport, et finalement la définition de ce qu'est un sportif, un événement sportif dans le code du sport. C'est pour ça que je dis particulièrement en France, puisqu'en France, on a un code du sport qui décrit très précisément la situation dans laquelle on parle de sport. Pour ce qui est de l'e-sport, eh bien aujourd'hui en France, ce n'est pas considéré comme un sport. Et donc, finalement, l'e-sport n'est pas concerné par la réglementation antidopage. Même si de plus en plus ça donne lieu à des remises de prix, etc., ce n'est pas considéré comme du sport, et donc finalement c'est quelque chose qui est extérieur au sport, et donc on ne parle pas de dopage dans l'e-sport. J'ai envie de dire, on pourrait parler de conduite dopante pour le coup, mais pour autant c'est une question qui est prise très au sérieux par toutes les organisations de l'e-sport,
puisque il y a un enjeu, de la même manière que dans le sport, j'ai envie de dire plus traditionnel, dans le sport au sens juridique. Et donc il y a quand même une lutte antidopage dans l'e-sport. Mais voilà, c'est peut-être des notions juridiques qui opposent deux situations qui sont malgré tout similaires. Mais c'est très important. Et j'ajouterais, voilà, en précisant peut-être que on parlait des salles de remise en forme. Quelqu'un qui se rendrait dans une salle de remise en forme, qui ne participerait pas à un concours de bodybuilding, eh bien, est considéré comme peut-être quelqu'un qui fait une activité physique de loisir. Pour autant, il ne sera peut-être pas soumis à un contrôle antidopage, mais il est soumis au droit français et notamment à tout le droit autour de la lutte contre les trafics. Et donc, bien qu'en n'étant pas un sportif au sens juridique, il n'a pas le droit de détenir des produits dopants. Produits dopants qui sont inscrits sur la liste des interdictions. On pourra donner une définition plus tard. Mais cette personne qui fait du loisir est tout de même touchée par la lutte contre le dopage, au titre de la lutte contre les trafics. On rentre un peu dans l'imbroglio juridique et sémantique franco-français. J'avais pas l'impression que c'était un petit peu pareil du côté suisse. Je sais pas, Greg, toi, ton point de vue, alors même si t'es pas spécialiste du dopage, mais peut-être as-tu déjà échangé avec des spécialistes du dopage. Est-ce qu'il y a aussi cette différence entre ce qui est défini comme le sport et ce qui ne l'est pas, et à ce titre, la réglementation antidopage qui s'applique ou pas, plus la réglementation anti-trafic? Écoute, non, moi je suis pas spécialiste, juriste, etc. Moi j'avais toujours entendu qu'il y a beaucoup plus de ressorts pénal en fait côté français que côté suisse, où c'est beaucoup des mesures administratives qui sont appliquées aux sportifs par rapport à leur fédération sportive, etc. Mais que voilà, il y a vraiment cette notion de condamnation pénale qui peut survenir en France, qui est à mon avis très rare, voire inexistante côté suisse. C'est à mon sens la grosse différence qu'il y a. Effectivement, c'est peut-être le terme qui m'a manqué. Mais donc c'est ça, c'est le fait qu'un athlète, une personne qui s'adonnerait à une activité physique, peut faire face d'un point de vue pénal à ce principe de lutte contre les trafics, même s'il ne sera pas jugé administrativement, on le suspendra pas pour dopage, mais il devra faire face à une juridiction pénale, puisque c'est considéré comme un délit, hein, la possession de produits dopants et la revente et d'autres délits sont aussi considérés. Mais voilà, c'est pour peut-être synthétiser un peu ce que j'ai dit, l'idée qu'on est tous touchés par cette question du dopage et encore plus largement des conduites dopantes, et que ce n'est pas finalement quelque chose d'uniquement sportif, même si c'est les exemples malheureux qu'on a assez régulièrement. Donc voilà, ça nous concerne tous. On parle effectivement de sport, on parle d'organisations qui permettent de se rendre sur des compétitions, donc éventuellement d'avoir des remises de prix. Le sport a une dimension quand même internationale. Toi, de ce que tu connais, et là aussi très rapidement, parce qu'on avait déjà fait un petit peu une overview avec Jonas Soggi, mais peut-être sous le prisme français, comment est-ce qu'on peut s'assurer que la lutte antidopage, elle ait cette dimension internationale, qu'un athlète suisse qui concourt en France ou en Suisse soit soumis aux mêmes règles et de la même manière un athlète français qui concourt en Suisse, au Luxembourg, en Allemagne, aux États-Unis ou au Canada, comment est-ce qu'on peut s'assurer que la lutte antidopage soit bien une lutte internationale, et on l'aura bien compris, eu égard à ces différents points de vue juridiques ou pas? Alors pour répondre à cette question, j'aurais pas une réponse bien différente de Jonas Soggi. Effectivement, ce rôle d'harmonisation de la réglementation antidopage, il est attribué à l'Agence mondiale antidopage. C'est elle qui est chargée d'édicter la réglementation antidopage qui va s'appliquer à tous les signataires du Code mondial antidopage. Et parmi ces signataires, on a la plupart des organisations sportives internationales. Alors après, il y a un petit système juridique qui fait que les États sont signataires d'une convention internationale à l'UNESCO et qui précise, cette convention, qu'elles doivent tout mettre en œuvre pour respecter la réglementation antidopage. Puisque l'Agence mondiale antidopage étant une structure privée,
les États ne sont pas censés pouvoir signer un document privé. Voilà, c'est un petit mécanisme juridique, mais finalement, on a pratiquement 200 pays qui sont signataires de cette convention internationale. Donc on a pratiquement 200 pays qui appliquent aussi cette réglementation antidopage. Donc cette idée d'homogénéisation, d'harmonisation et de faire en sorte que tous les athlètes du monde soient confrontés à la même lutte antidopage, j'ai envie de dire, aux mêmes règles du coup, c'est le travail de l'Agence mondiale à travers le code et les différents standards. Donc les standards, ce sont des documents juridiques qui visent aussi à harmoniser ce qu'il peut se faire à travers le monde. Et je vais prendre l'exemple d'un standard qui est tout nouveau, qui est rentré en application au 1er janvier 2021, qui est le standard international pour l'éducation et qui concerne tous les aspects d'éducation et de prévention à destination des sportifs et de l'entourage, du personnel d'encadrement, pour faire en sorte que, au titre de la lutte contre le dopage, tous les sportifs du monde puissent avoir une éducation à l'antidopage et participent ainsi à la lutte contre le dopage. Donc, on avait déjà abordé cette question avec Jonas Soji, effectivement. Par contre, il y a une chose qu'on n'a pas abordée, c'est l'égalité de traitement ensuite, parce qu'on a bien compris que les règles étaient les mêmes pour tout le monde. Par contre, on a parfois un petit peu l'impression que la nationalité ou le type de sport qu'on pratique peut avoir une influence sur, je dirais, la dureté de la sanction, par exemple. On a parfois l'impression qu'un cycliste qui se fait attraper pour dopage aura une sanction extrêmement lourde. On a des cyclistes qui ont été suspendus 2-3 ans, etc. Et puis que, par exemple, un footballeur qui est attrapé avec la même substance aura pas forcément la même sanction. Des fois, on a des footballeurs qui sont suspendus quelques mois. Alors, est-ce que là aussi, il y a une espèce de volonté d'équité à travers les règles et aussi à travers les différents sports et les différentes sanctions qui pourraient survenir? Effectivement, c'est peut-être une impression que certaines personnes perçoivent, ont de la situation, mais les textes sont faits pour éviter ce genre de situation. Les organisations nationales antidopage sont chargées d'appliquer ce code mondial au niveau national et doivent respecter de la même manière toutes les règles. Donc on ne fait aucune différence du pays, de la nationalité du sportif ou de la discipline. Après, voilà, il peut y avoir des exemples, mais en tout cas, c'est pas la volonté. Et les organisations nationales antidopage travaillent au quotidien pour éviter justement ce genre de situation et faire en sorte que lors des grandes compétitions internationales ou même des compétitions nationales où il y aurait des athlètes d'autres pays, on peut prendre l'exemple de la Ligue 1, voilà, c'est quand même une compétition qui rassemble des footballeurs du monde entier, toutes origines, de faire en sorte que cette compétition soit la plus intègre, la plus loyale possible. Donc ça veut dire que si un footballeur se fait attraper, par exemple, avec une substance en France, et puis qu'un sprinter se fait attraper avec cette même substance aux États-Unis, théoriquement, le fait de la nationalité du sprinter ou du footballeur et le sport qu'il pratique ne devrait pas avoir d'influence sur la sanction qui lui sera imposée. Tout à fait. Il n'y a aucune distinction selon les pays ou les nationalités. En revanche, peut-être pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, on aura peut-être une différence sur les sanctions pénales que les sportives et les sportifs peuvent encourir, puisque l'arsenal ne prévoit peut-être pas des sanctions pénales dans chacun des pays. Tout à fait. Il peut y avoir des divergences sur cet aspect pénal. Mais je pense ce qu'il nous importe, nous, aujourd'hui, c'est en particulier la notion d'équité, peut-être dans le sport. Et donc c'est les sanctions qu'on va dire administratives qui elles doivent être similaires pour les situations à situation égale. Et puis ce qui nous intéresse aujourd'hui en plus, plus particulièrement, en fait, c'est d'essayer d'éviter ces condamnations, puisque la thématique principale de cet épisode aujourd'hui et de cette discussion, là maintenant on a posé le cadre un petit peu de ce que risque un sportif ou une sportive si il se fait attraper avec des substances ou des techniques qui ne sont pas autorisées, mais la discussion principale qu'on visait aujourd'hui, c'est comment essayer d'éviter d'arriver à
une condamnation du sportif en faisant de la prévention pour que le dopage, alors c'est peut-être très idéalisé, mais que le dopage disparaisse du monde du sport. Absolument. Oui, c'est ça. L'objectif, c'est de faire de la prévention pour éviter que les gens aient des conduites dopantes plutôt que pour éviter de se faire attraper. Oui, ouais, c'est plutôt ça. Absolument. Alors, on pourrait peut-être rentrer dans peut-être une définition de la prévention, voir les différents stades de la prévention, prévention primaire, secondaire, tertiaire, qui interviennent à des niveaux différents. Si une personne n'a pas eu recours à la substance, a eu recours ou a idée d'avoir recours à la substance ou a effectivement eu recours. Donc soit prévenir un phénomène, donc qu'il ne se produise pas, soit limiter ses effets, ou alors dernièrement essayer de supprimer ce phénomène. Mais effectivement, la philosophie de la prévention, ça reste dès le plus jeune âge de donner des informations, d'éduquer les sportifs à la réglementation antidopage et aussi les aider à se développer en tant qu'humains, tout simplement en développant leurs compétences psychosociales pour éviter des situations dans lesquelles ils seraient tentés d'avoir recours au dopage et aux conduites dopantes tout simplement, et on le verra ensuite, mais on ne s'intéresse pas uniquement aux sportifs au sens juridique du terme, mais à l'ensemble de la population, puisque je pense qu'on sera tous d'accord sur le fait que la grande majorité des citoyens français et même du monde pratiquent une activité physique, même si par moments ce n'est pas assez. Tout le monde finalement peut être confronté à cette question et à cette problématique. Et donc cette idée de prévention va toucher toute la population. Alors, tout ça, c'est bien beau de le dire, mais alors après, la question, c'est comment est-ce qu'on met tout ça en place ? On a un événement qui va se passer en France dans quelques mois, plutôt, quelques années. En 2024, on aura les JO de Paris 2024. Donc, c'est aussi une bonne idée, peut-être, de voir ça sous le prisme français à l'aune de ces Jeux Olympiques. Toi, concrètement, Mathieu, qui est chargé de mission au ministère chargé des sports, en charge de la prévention du dopage, justement. En quoi consistent tes missions ? Comment est-ce qu'on prévient le dopage ou les conduites dopantes dès le plus jeune âge ? Alors, c'est une question à laquelle je vais répondre de façon peut-être historique, déjà pour défendre la vision qu'on a en France, puisqu'on a été, à mon sens, précurseur sur cette thématique-là, sur cette idée de prévenir le dopage, puisque à la fin des années 90, on a eu une grosse affaire en France qui a fait que les politiques ont pris en main cette question-là. Et l'ont prise en main sous l'aspect sanitaire, avec l'idée de finalement préserver la santé des sportifs premièrement, et de façon donc plus générale la population. Donc finalement très tôt, on a mis en place des mécanismes pour défendre, plutôt accompagner les sportifs qui auraient fait l'objet de sanctions, mais également faire passer des messages pour anticiper et prévenir les comportements. Et donc dès les années au milieu des années 2000, on a mis en place des antennes médicales de prévention du dopage en France, qui étaient qui étaient régionalisées, pour avoir finalement des antennes vers lesquelles les sportifs et même tout pratiquant puissent se tourner s'ils avaient des questions liées au dopage, et si ils étaient effectivement tentés de passer à l'acte et qu'ils souhaitaient un accompagnement, ou même s'ils avaient eu recours au dopage et qu'ils souhaitaient en sortir. Puisque cette question du dopage et des conduites dopantes peut être très étroitement liée à la notion d'addiction. Et donc voilà, on a ce dispositif qui a été mis en place. Il y a également un numéro vert qui a été mis en place pour que toute personne en France puisse avoir accès à de l'information très rapidement. C'était à destination des sportifs, mais aussi par exemple des parents qui pouvaient s'interroger vis-à-vis de leurs enfants. Donc voilà, très tôt on a eu ces dispositifs qui se sont mis en place, et ça fait donc bientôt 20 ans qu'il y a une multitude de plans nationaux qui sont généralement de 2 ou 4 ans et qui visent à piloter toutes les actions de prévention du dopage qui sont mises en place sur le territoire national. Donc moi je suis en poste depuis 3 ans et je suis arrivé au moment où le dernier plan national était mis en place, à savoir le plan national 2020-2024.
Donc Hermano, effectivement, cet objectif, cet horizon Paris 2024 est un marqueur très fort, forcément, hein, sur le territoire national. Et puis c'est aussi un marqueur fort pour tout l'écosystème sportif français, puisqu'il y a une notion d'héritage, hein, de cet événement, qui doit faire en sorte que après l'événement, cet événement international, mondial, la société française puisse tirer des bénéfices autres que les médailles que nous gagnerons, un bénéfice pour toute la population. Et donc le plan national a été pensé pour s'inscrire un peu dans cette dynamique. Et aujourd'hui, donc le plan national vise à structurer un peu toutes les actions mises en place sur le territoire, et je le disais, vise à structurer les actions selon les différents publics qu'on essaye de toucher. Puisqu'il n'y a pas que le ministère qui fait des choses sur la prévention du dopage, il y a une multitude d'acteurs qui œuvrent à leur niveau pour faire passer ces messages-là. Il y a eu quelques nouveautés, on y reviendra peut-être ensuite, mais voilà, l'idée c'est de piloter un peu toutes les actions qui peuvent être menées en donnant des axes assez forts et qui orientent cette action publique et à la fin, donc dans bientôt 2 ans, l'idée ça aurait été de valider toutes les actions du plan avec la notion de toucher tous les publics à égalité, que ce soit les sportifs de très haut niveau, pour qu'on ait finalement, nous, nos sportifs français, des athlètes qui soient propres lors des Jeux, mais aussi une population qui adhère à cette idée d'un sport propre et tout l'encadrement autour pour qu'en 2024, on ait cette idée simplement d'une grande fête, d'un sport qui soit juste pour ce qu'il est, à savoir une performance sportive. Donc il y a cet horizon aussi pour nous, et ça nous sert au quotidien pour mobiliser nos partenaires. Ça, c'est super intéressant d'avoir cette vision historique et cet objectif qui est dans le futur. Maintenant, si on revient juste un tout petit peu sur la partie histoire avant de se projeter en 2024 et aux Jeux Olympiques, le plan dont tu parles, il a été mis en place au début des années 2000, fin des années 90 ou 90 et début des années 2000. Donc, ça veut dire qu'il a été mis en place il y a un certain temps maintenant. Il y a déjà eu plusieurs générations de sportifs qui sont passés à travers ces différentes étapes de mise en place de ce plan. On peut imaginer que lors de Paris 2024, il y aura déjà probablement la 3e génération de sportifs post-mise en place de ce plan qui va participer aux Jeux Olympiques. Et donc maintenant, en fait, ça fait plusieurs années qu'à travers cette prévention, vous pouvez sensibiliser les sportifs dès le plus jeune âge et les suivre tout au long de leur carrière. Parce que les sportifs qui étaient incriminés lors des événements dont tu as parlé, donc tout début des années 2000, ceux-là, ils étaient déjà actifs dans le monde du sport. Ils baignaient peut-être dans une espèce de culture de dopage. Je ne veux pas dire que c'était généralisé. Je veux pas accuser le sport de l'époque d'être complètement envahi et pourri par le dopage à tous les étages. Mais a priori, c'était quand même beaucoup plus le cas que maintenant. Par contre, un sportif qui évolue aujourd'hui, il ne pourra pas dire « on ne m'a pas dit » parce que probablement qu'il y a de la prévention qui est faite dès le plus jeune âge. Donc, à partir du moment où un jeune sportif entre dans un cadre de performance, et même pas forcément de performance, mais lorsqu'il entre dans un club d'athlétisme ou de cyclisme ou de triathlon, quelles sont les mesures concrètes qui sont mises en place pour l'informer sur les pratiques dopage et puis les dangers que ça représente et pour l'accompagner tout au long de sa carrière à maintenir en fait une activité propre? Alors c'est marrant parce que le dopage c'est un sujet finalement qui est tellement complexe qu'on a tendance à beaucoup parler. On essaye d'être clair et finalement du coup on rajoute du détail, c'est peu évident. J'espère que les auditeurs nous en pardonneront et moi le premier. C'est jamais facile. Ouais, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on ferait plusieurs épisodes parce que tout traiter en 1 ou 2 épisodes, ça rentrerait pas. Ah, c'est très compliqué. Absolument. Mais du coup, pour répondre à ta question, Grégory, déjà sur les générations de sportifs, je pense que c'est intéressant de voir les sportifs qui aujourd'hui se mobilisent sur la question. On a beaucoup de sportifs, nous, en France, qui, lors des affaires, qui concernent leur discipline ou pas, prennent la parole sur ce sujet-là.
Et on peut penser finalement que c'est des sportifs qui ont eu les informations, qui ont eu cette culture antidopage, cette culture d'un sport propre, et qui aujourd'hui usent de leur influence pour porter ces messages-là. Donc on le voit de plus en plus, et je pense que ça peut être un indicateur du travail qui est mené depuis 20 ans. Maintenant, il y a eu une série de plans successifs. Donc si la politique nationale antidopage existe depuis 20 ans, il y a eu plusieurs plans nationaux, de 2 à 4 ans, et chacun de ces plans essayait de répondre aux enjeux de l'époque. Au début, on était très tourné vers les sportifs. Aujourd'hui, on essaye de s'étendre un peu plus au grand public, aux pratiquants d'activités physiques. Et donc, très concrètement, maintenant, pour présenter les choses, ce que l'on peut faire au quotidien, c'est premièrement proposer aux sportifs de très haut niveau des formations à la réglementation antidopage pour éviter qu'ils violent cette fameuse réglementation antidopage. Donc les informer de ce qu'ils ont le droit de faire ou de ne pas faire, et surtout leur donner des bonnes pratiques pour éviter de se rendre coupable de dopage finalement qui serait involontaire. Donc premier objectif, donner l'information sur la réglementation. Deuxième objectif, ce serait, j'en ai un peu parlé, de développer leurs compétences psychoactives. Et là, on va peut-être toucher des sportifs qui seraient encore en formation pour leur dire, effectivement, attention, dans une carrière, il y a des moments à risque. Il y a des moments vers lesquels vous serez peut-être plus tenté de trouver des solutions. Et peut-être que le dopage apparaîtra comme une solution à vos problèmes. Et donc, c'est comment réussir à appréhender ces situations-là et présenter les facteurs de vulnérabilité, finalement, qui font qu'un sportif va avoir recours au dopage. Donc leur présenter des situations en leur disant, tout bonnement, des fois on se dope non pas parce qu'on a envie de tricher, parce qu'on est des tricheurs nés, mais parce qu'on fait face à des situations qui sont telles qu'on est amené à prendre de mauvaises décisions. Je prends peut-être un exemple pour illustrer, alors même si j'imagine que nos auditrices et nos auditeurs voient très bien, mais prenons l'exemple de quelqu'un qui se blesse, ou pas qui se blesse, mais qui ressent une certaine douleur, et puis qui finalement, en prenant quelques cachets, se rend compte que ça passe, et puis en prenant encore d'autres, ça passe encore mieux, et puis accessoirement, comme il a plus de douleur, il pense qu'il peut s'entraîner mieux, et donc ça, clairement, on est dans une conduite dopante. Je parle juste de l'aspect produit, voire l'aspect conduite. Je parle pas des risques qu'il encourt, mais là, on est clairement dans une conduite dopante, et du coup, vous essayez, au niveau de la prévention, de prévenir ces conduites-là, et de prévenir aussi les sportifs qu'en ayant ce type de comportement, on dérive vers des conduites dopantes. Absolument. Et l'exemple de la blessure est très parlant et très exact, puisque un sportif pourrait se dire « mais là, j'ai juste envie de retrouver mon niveau, un niveau que j'avais, et là, j'ai pas eu de chance, finalement, je me suis blessé, et là, je vais utiliser des techniques ou un produit juste pour retrouver un niveau que j'avais. » Et donc, finalement, parce qu'il y a aussi des aspects financiers derrière, une blessure, c'est assez difficile à gérer selon la discipline qu'on pratique, le cadre dans lequel on la pratique. Et donc effectivement, c'est un exemple tout à fait juste. Et donc nous, on essaye de passer ces messages-là. Et ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est les acteurs sur le terrain. Et je parlais des antennes médicales de prévention du dopage. Elles mènent ce travail sur le terrain auprès notamment des centres de formation, dans les établissements, les CREPS, qui peuvent solliciter leur participation pour mener ces messages-là. Donc ce serait peut-être un deuxième exemple de ce qui est fait concrètement. Et si on va un peu plus loin, l'athlète, avant d'être sportif de haut niveau, c'est un citoyen comme les autres. Et donc on va essayer aussi dès le plus jeune âge de lui donner de l'information, et peut-être aussi en passant par les parents. Les parents qui, ne sont pas forcément des sportifs eux-mêmes, mais qui doivent prendre certaines décisions pour leur enfant, et ont aussi un rôle d'éducation vis-à-vis de leur enfant sur cette thématique-là. Donc, on essaye, avec les CREPS, d'organiser des sessions d'information pour les parents de leurs sportifs. Et donc c'est juste pour montrer qu'on va s'intéresser à l'entourage,
Donc ça va être les parents pour les plus jeunes, mais ça va aussi être l'encadrement médical des sportifs qui n'ont pas forcément la connaissance, mais qui ont des responsabilités, puisque très souvent c'est eux qui vont donner peut-être les produits, qui vont conseiller le sportif. Donc également c'est des publics que nous essayons de toucher. Et finalement, ces publics donc là vont faire l'objet aussi d'informations. Et aujourd'hui, le ministère, nous travaillons avec les ordres nationaux de pharmacie, de médecine, les masseurs-kinésithérapeutes, pour donner de l'information dès la formation des étudiants, qu'ils aient des connaissances de base qu'ils pourront approfondir par la suite si leur parcours de carrière les oriente vers le sport. Donc voilà, c'est un autre exemple pour montrer qu'on va essayer de toucher à tout l'entourage du sportif et pas le sportif lui-même. Alors, j'avais 2 questions là-dessus. Peut-être la première, c'est sur l'entourage, puisque tu en parles. Est-ce que vous agissez aussi au niveau des structures d'entraînement? Alors, je parlais des clubs, mais aussi peut-être des entraîneurs, puisque je pense qu'on le sait tous très bien. Tu l'as dit, parfois ça commence par l'encadrement médical avec les prescriptions pour certains produits, mais parfois ça commence aussi tout bonnement avec l'entraîneur, qui est la personne avec qui souvent le sportif, même jeune, noue certains liens. Et quand l'entraîneur te dit tiens, prends un petit cachet, si tu as mal à la tête ça ira mieux, c'est peut-être pas la meilleure des conduites à avoir. Donc est-ce que vous intervenez aussi au niveau de l'encadrement des sportifs, sans forcément penser aux sportifs de haut niveau, même aux sportifs amateurs ou même aux sportifs très jeunes? Tout à fait. Tous les finalement futurs éducateurs qui passent un brevet d'État ont dans leur formation une information, une sensibilisation à cette thématique-là. Alors c'est très souvent assez léger, on essaye de le développer, mais effectivement les éducateurs, ce sont les premiers conseillers des sportifs, quel que soit le niveau. Et donc, c'est important qu'ils soient également informés de la réglementation, des risques, et qu'ils aident de toute façon leurs sportifs à se développer humainement. Donc, ils doivent être finalement encore plus informés que les sportifs sur cette notion de compétence psychosociale, ce qui va faire qu'un sportif va se développer et faire les bons choix par la suite dans le futur. Et ma deuxième question, c'était est-ce que vous intervenez aussi au niveau des écoles? Parce que tu l'as dit, le but c'est de prévenir aussi le plus tôt possible. Donc est-ce que vous avez des interventions au niveau des écoles, et pas forcément des écoles où il y a des sections sportives, mais vraiment l'école de monsieur et madame tout le monde? Effectivement, donc le public scolaire est un public, on va dire, cible. Mais bon, je l'ai dit, finalement on essaie de toucher tout le monde. Donc c'est forcément un des publics, et peut-être un public qui aujourd'hui est un peu prioritaire, si j'ose dire, puisque le ministère chargé des Sports est rattaché à l'Éducation nationale. Donc nous avons des liens un peu plus étroits, et nous travaillons avec la Direction générale de l'enseignement scolaire pour donner des outils aux enseignants sur ces notions de dopage. On ne peut pas les imposer dans les programmes. Il y a déjà énormément, une quantité folle de connaissances pour les élèves. Donc l'idée, ce n'est pas de le mettre au programme, mais de donner aux enseignants qui le souhaiteraient des outils, de la documentation pour organiser eux-mêmes une séance s'ils le souhaitent. Donc voilà, ça c'est un des premiers exemples dans le cadre vraiment scolaire. Et on travaille également avec les fédérations scolaires, notamment l'UNSS par exemple, ou encore l'UXEL qui elle va être sur l'enseignement primaire, pour s'associer lors d'événements, des grands rassemblements nationaux, pour porter des messages sur cette prévention du dopage et des conduites dopantes. Alors je suis pas tout à fait d'accord avec toi quand tu dis que ça ferait peut-être pas de sens de le mettre dans les programmes scolaires qui sont déjà relativement chargés. On a bien vu qu'il y a eu des essais de faire des cours d'éducation sexuelle ou même des cours de des initiations à la conduite ou au code de la route. Pourquoi est-ce qu'il pourrait pas y avoir, et dans l'idée toujours de prévenir dès le plus jeune âge, des cours d'initiation peut-être au dopage? Alors je parle pas de cours réguliers de 1 heure par semaine, mais peut-être 1 heure par an dans le cours du cursus pour prévenir dès le plus jeune âge, et après rappeler tout au long de cette vie, de ce parcours, de ce cursus scolaire, qu'il y a un risque à avoir des conduites dopantes, les définir rapidement, un peu ce qu'on est en train de faire là, et comment les prévenir, et qu'est-ce qu'on risque.
C'est une très bonne idée, hein, et c'est finalement une opinion que je défendrai, effectivement. Après, la réalité est toujours un peu plus complexe, mais effectivement, le dopage peut être traité de plein de façons différentes. Et aujourd'hui, dans le sport, il y a, j'ai pas envie de dire un débat, mais une prise de conscience, notamment sur les violences sexuelles. Et on se rend compte que finalement, ces violences sexuelles qui se produisent dans des états peut-être de vulnérabilité, eh bien, sont des états proches des conduites dopantes. Et donc, ces deux sujets pourraient faire l'objet peut-être d'un traitement simultané, si j'ose dire, un traitement simultané de cette question, eh bien, autour, encore une fois, de ces compétences psychosociales. Comment faire en sorte eh bien, de se développer humainement, respecter les règles, respecter les autres. Et moi, je défendrai toujours, je militerai toujours pour oui, une éducation aux jeunes sur ces questions-là qui sont finalement négatives pour le sport, alors que le sport a beaucoup de choses à offrir. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans le développement que tu as eu dans la description de la prévention des différentes étapes et puis jusqu'à arriver à ce public cible de l'école, parce que tu l'as dit plusieurs fois, en fait, la population générale est le public cible et pas seulement le milieu du sportif ou le milieu du sportif professionnel. Est-ce que ça voudrait dire qu'au début, on se focalisait sur les sportifs vraiment d'élite parce que c'est là qu'était le problème principal du dopage? Et est-ce qu'au fil du temps, ça voudrait dire que ce problème du dopage, il ne s'est pas un petit peu déplacé dans la population générale, donc par définition chez les sportifs amateurs? Absolument. Alors c'est très bien résumé. Dire que le problème s'est déplacé, je pense que ce serait peut-être faux, mais plutôt que la prise en compte du phénomène, effectivement, s'est déplacé du sportif vers la population générale. Le dopage, les conduites dopantes existaient, préexistaient de toute façon aux grandes affaires, etc. Mais aujourd'hui, on a de plus en plus d'acteurs qui prennent en compte cette question. Et donc ça me fait une super transition pour parler peut-être plus précisément de qui fait quoi. Donc j'ai dit que le ministère avait un rôle de pilote, mais toutes les actions qui sont mises en place ne sont pas mises en place par le ministère lui-même. Il y a, je l'ai dit, plusieurs partenaires, et je vais en citer notamment deux, à savoir l'Agence française de lutte contre le dopage, l'organisation nationale antidopage directement rattachée à l'Agence mondiale, qui est donc bien l'organisation en charge des contrôles, mais depuis le standard international dont on parlait précédemment, est en charge aussi de mettre en place un plan d'éducation, un programme d'éducation à destination des sportifs français. Donc l'agence, depuis plus d'un an maintenant, met en place des actions à destination des sportifs, ce qui fait que le ministère peut se mettre en retrait vis-à-vis de ces sportifs de très haut niveau pour l'instant et de leur encadrement. Ça ne veut pas dire qu'on ne participe pas aux actions qu'ils mènent, mais on peut déplacer peut-être notre action, nos efforts sur d'autres publics. Et depuis encore plus récemment, les fédérations ont été investies d'une mission d'éducation et de prévention auprès de leurs licenciés. Donc là, on va toucher aussi une population peut-être plus large, qui n'est pas seulement le sportif de très haut niveau, mais le licencié. Le licencié, quelle que soit la discipline. Et donc cet engagement a été inscrit dans le code du sport et c'est formalisé, si j'ose dire, dans les contrats de délégation que les fédérations signent avec le ministère. Le ministère délègue un pouvoir de service public aux fédérations qui sont chargées d'organiser la discipline et d'organiser les grandes compétitions nationales. Mais dans ce contrat de délégation, eh bien, il y a aussi des devoirs pour la fédération qui doit mettre en place une stratégie fédérale de prévention du dopage au profit de leurs licenciés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le ministère eh bien, peut s'intéresser plus fermement, j'ai envie de dire, aux autres publics. Les publics scolaires, les athlètes qui ne seraient pas licenciés, donc les pratiquants d'activité physique, et tout l'entourage, nous l'avons dit, les pharmaciens, les médecins, les masseurs kinésithérapeutes, etc. Donc aujourd'hui, on a une répartition de ces différents publics qui n'est pas finalement officielle, mais qui fait en sorte que on se répartisse un peu les tâches. Et le ministère est toujours un peu
au-dessus de la mêlée avec une notion de pilote à travers le plan national, voilà, qui donne les grandes orientations et qui fait en sorte que on ne se marche pas sur les pieds, qu'on tire véritablement tous dans le même sens et de la façon la plus efficace possible. Ne pas dupliquer des interventions qui n'auraient pas lieu d'être, puisque c'est aussi une question, il faut en prendre conscience, qui est importante, mais qui peut très vite, le terme est pas facile, mais un sportif souhaite de l'information sur cette question-là, mais peut aussi très vite considérer qu'il a le bon niveau d'information et il peut se désintéresser finalement de toutes les actions qu'on peut mener à son égard s'il considère qu'il a le bon niveau d'information. Donc répéter une information, peut-être c'est important de la répétition, ça permet de retenir les choses, mais le sportif c'est aussi un sujet qu'il veut entendre, mais peut-être pas trop souvent. Donc c'est pour ça que c'est important de se répartir et de faire en sorte qu'à chaque intervention, le sportif ait une nouvelle information, quelque chose qui va pouvoir lui servir dans sa vie de sportif de haut niveau, d'athlète amateur, etc. Alors, il y a un point qu'on n'a pas encore abordé, c'est la partie financement de cette prévention. Mais juste avant, j'avais encore des questions sur le public de la prévention. Je sais que avec la Fédération française d'athlétisme, à un moment, j'ai suivi un cours qui était volontaire d'initiation, justement, d'information, de prévention au dopage. Et si je ne m'abuse, c'était un cours qui était dispensé plutôt par la European Athletics, tout à fait. Alors ça, c'est un projet qui est mené par la fédération, qui est très intéressant. C'est Monsieur Garcia de la Fédération française d'athlétisme qui a porté ce projet au niveau européen, et c'est un module de formation, ça s'appelle Iron Clean, et on a une information de base pour les athlètes qui veulent participer aux compétitions, et c'est désormais un prérequis pour les athlètes européens pour participer aux compétitions organisées par European Athletics. Voilà, c'est un exemple qui est assez intéressant et qui un exemple d'outil finalement à destination du sportif et qui se rattache à une discipline précise. Mais le danger, c'est peut-être de multiplier ces modules de formation. C'est intéressant dans le cas de European Athletics, puisqu'ils contraignent les sportifs finalement à passer à avoir ce certificat pour participer à une compétition. Donc voilà, c'est très intéressant. Mais il faudrait que ça se multiplie, si je veux dire, dans le bon sens, et que les informations qui soient distribuées soient les mêmes. Et ça, c'est notre travail, le travail de l'Agence mondiale, mais aussi notre travail au niveau national, pour faire en sorte que toutes les fédérations portent les mêmes messages et qu'il y ait une cohérence d'ensemble. Oui, puis eu égard à cette fameuse répétition dont tu parlais, qui peut peut-être au bout d'un moment lasser ou désintéresser la sportive et le sportif, prenons l'exemple d'un triathlète, s'il se retrouve confronté à cette obligation de passer ce genre de formation pour pouvoir accéder à certaines compétitions nationales ou internationales, le triathlète qui court, qui nage, qui fait du vélo et qui en plus fait du triathlon pourrait être confronté à passer ces 4 certifications. Là, on a clairement un risque de multiplication de l'information qui peut lasser, non ? Absolument. Après, là, on est sur un cas très, très précis. Je ne pense pas qu'à part les triathlètes, il y ait beaucoup de sportifs qui soient licenciés dans plusieurs fédérations. Mais oui, effectivement, ça peut être un frein, finalement, une limite à l'action qu'on peut mener. Il faut en avoir conscience. Il faut pas, aujourd'hui, si on s'adresse à un sportif de haut niveau, considérer qu'il ne sait rien, mais plus essayer de lui apporter quelque chose de nouveau, lié à l'évolution de la réglementation par exemple, ou alors s'orienter un peu plus sur son vécu à lui. Et donc c'est toute la difficulté finalement de mener une action de prévention à destination de ce public-là. Après, moi j'aimerais juste refaire un petit peu le parallèle. Alors, c'est pas tout à fait la même chose, mais il y a toujours les sportifs qui sont très très à cheval sur leur pratique, sur les règlements de leur discipline, etc. On peut prendre le cycliste, par exemple, qui aujourd'hui est blindé de règles de partout. Il n'y a pas que l'antidopage, il y a les règles techniques par rapport au poids du vélo, au dispositif, à la géométrie du vélo, etc. Il y a les nouvelles règles maintenant sur
le peloton cycliste qui interdit de faire du littering, donc de balancer ses déchets n'importe où, etc. Et puis on a vu des sportifs de très haut niveau, on en a vu sur des épreuves reines comme le Tour de France avec Alaphilippe qui se fait sanctionner parce qu'il a pris un bidon de ravitaillement dans une zone où il n'avait pas le droit de le faire, ou encore très récemment au Tour de Romandie qui s'est passé juste à côté de chez moi, un sportif qui s'est fait sanctionner de plusieurs secondes et qui a perdu des positions importantes au classement justement parce qu'il s'est fait ravitailler au mauvais endroit. Donc y a parfois des personnes qui ont l'information, l'encadrement a l'information, mais tout d'un coup, il y a un petit coup qui passe à côté, qui déraille, et on imagine qu'avec le dopage, malgré tout le travail de prévention qu'on fait, et malgré toute l'implication du sportif qu'il peut y avoir également, on n'est jamais à l'abri d'une erreur. On a un gros rhume au départ de la 15e étape du Tour de France, on est arrivé jusque-là, le médecin de l'équipe dit « Tiens, prends ça, tu verras, ça va te mettre nickel pour l'étape du jour ». On fait confiance, on prend le médicament, dedans il y a une substance qui est considérée comme dopante, on se fait pincer, et puis il n'y avait pas du tout de volonté de nuire de la part du sportif. Alors, effectivement... Je te sens plus mitigé sur cette réponse, Mathieu. Non, mais si je réponds très directement à cet exemple-là, effectivement, il a peut-être un petit rhume, mais bon, c'est un peu l'aléa sportif, c'est ce qui fait la beauté du sport, et c'est peut-être qu'il en a un peu trop mis sur les premières étapes, et c'est peut-être pour ça qu'il est devant. Donc finalement, je pense que sur une épreuve comme le Tour de France, qui est une épreuve très difficile à gagner, il faut peut-être que les planètes s'alignent, et ça arrive à certains, ça n'arrive pas à d'autres, mais le plus important aujourd'hui, c'est de respecter la réglementation. Les réglementations, effectivement, évoluent, c'est le cas dans la lutte contre le dopage, c'est le cas dans ce que beaucoup appellent le dopage technologique. Alors là, effectivement, c'est un non-sens, puisque le dopage, on l'a dit, c'est les méthodes et les substances qui visent à augmenter artificiellement sa performance physique. Tout ce qui est moteur dans le vélo, là, c'est de la réglementation de la Fédération internationale, c'est de la triche pure et simple. On peut prendre l'exemple peut-être en athlétisme, un sujet qui est d'autant plus d'actualité, les chaussures à plaque carbone, avec des semelles, une mousse, une technologie qui a été régulée. On peut parler des combinaisons en polyuréthane. Voilà, tout ça a été régulé et c'est la fédération qui prend des décisions, la fédération internationale. Je pense que le trop de règles, effectivement, peut avoir un effet négatif, mais les règles sont là pour faire évoluer la discipline dans le bon sens. Cette question du littering, vider ses poches de déchets partout quand on traverse la France et qu'on jette finalement des bidons, des plastiques de gel, etc. partout, ça a un impact finalement, énorme. Ça fait pas longtemps que c'est en place, mais aujourd'hui, on a même l'impression, quand on voit une course cycliste, que c'est vraiment d'un autre temps de balancer ses déchets n'importe où. Et finalement, ça fait peu de temps que c'est en place. Mais je pense que c'est heureux. Et après, effectivement, il y a toujours un moment, une situation où on peut ne pas respecter la règle. On n'a pas de mauvaises intentions, on n'a pas volonté de tricher, c'est peut-être un acte manqué, un oubli, mais j'aimerais toujours peut-être rappeler que sur la question du dopage, c'est la responsabilité objective qui s'applique, à savoir que le sportif est responsable de tout ce qui est dans son corps. Il est responsable. Alors il peut y avoir des circonstances atténuantes, mais quelle que soit finalement la façon dont c'est arrivé dans son corps, c'est lui qui est responsable et c'est lui qui devra défendre sa situation. Il ne pourra pas rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Il pourra s'en servir pour peut-être atténuer la sanction, et ça c'est la commission des sanctions qui prendra la décision. Mais c'est cette notion de responsabilité objective qui s'applique et qui est très importante. On est responsable de ce qui est dans notre corps. Mais clairement, si on prend l'exemple, pendant un moment, il y avait des boissons isotoniques qui étaient fabriquées dans des laboratoires et parfois il y avait des substances ou des contaminations à des substances qui se retrouvaient dans ces poudres soi-disant isotoniques. Là, le sportif, lui, part d'une bonne intention, c'est-à-dire l'utilisation de poudre isotonique est validée de tous les côtés. L'objectif, c'est pas d'améliorer la performance, c'est peut-être d'améliorer l'hydratation ou la récupération pendant une compétition, mais c'est acquis, c'est validé. Malgré tout, il y avait des substances qui n'étaient pas prévues là-dedans. Là aussi, on considère que le sportif est responsable de ce qu'il a avalé. Absolument. On dit t'avais qu'à pas prendre cette marque-là, mais une autre. Absolument. C'est cette question des compléments alimentaires est
est très compliqué puisque ça se rapproche malgré tout de cette notion de conduite dopante, mais l'usage des compléments alimentaires normalement doit se faire et des denrées pour sportifs doit se faire quand c'est nécessaire, quand on vient pallier finalement ce qu'une alimentation saine et équilibrée ne peut pas apporter au corps. Et cette question des compléments alimentaires, eh bien oui, un sportif sera toujours responsable de ce qui est dans son corps, même s'il pensait prendre un complément alimentaire qui serait, j'ai envie de dire, pur de toute substance dopante, et que, eh bien, dans le processus de fabrication, où il a tout simplement pas lu la composition exacte, eh bien, il s'avère qu'il y a un produit dopant, il sera fautif. Et cette question des compléments alimentaires, nous, on la traite au niveau du ministère. On a établi en 2012 une norme d'application volontaire pour les fabricants pour leur donner des bonnes pratiques. En aucun cas cette norme garantit l'absence de substance, mais c'est une norme qui aide les fabricants à connaître la réglementation antidopage, mettre en œuvre des processus pour limiter au maximum le risque de la présence de produits dopants, d'une substance dopante. Mais ça ne garantit rien. C'est le sportif qui doit faire attention et qui, prenant un complément alimentaire, va prendre ce risque aussi qu'il soit peut-être contaminé par un produit dopant. Donc nous, les conseils qu'on donne, c'est limiter au maximum les compléments alimentaires, se porter peut-être vers des compléments alimentaires qui font l'objet de cette norme, puisqu'ils sont peut-être un peu plus... ils ont moins de probabilité, disons, de contenir des substances dopantes. Et en troisième, peut-être, conserver des échantillons de ces compléments alimentaires. Je veux prendre un complément alimentaire, une boisson isotonique, je vais acheter 2 pots issus du même lot, et comme ça, je vais pouvoir le consommer. Et si d'aventure, je fais l'objet d'un contrôle anormal, et que, dans ma défense, je prouve que le pot qui est toujours scellé du même lot, contient la substance dopante, on pourra peut-être considérer effectivement que c'est le lot qui a été contaminé. Donc voilà, c'est peut-être aussi un réflexe à avoir si on veut prendre des compléments alimentaires pour se prévenir de cette notion de contamination accidentelle du complément alimentaire. Mais effectivement, c'est une question très compliquée et la seule recommandation qu'on peut faire, c'est ne prendre que des compléments alimentaires si c'est nécessaire, limiter et se tourner vers des produits, j'ai envie de dire, fiables, donc ne pas acheter sur Internet. Des fabricants qui idéalement qui respectent la norme. Tu as parlé tout à l'heure. Mais si d'aventure ces compléments étaient contaminés ou contiendraient des substances dopantes, vous serez considéré comme responsable. Alors peut-être juste pour terminer sur ce sujet-là, moi j'ai toujours une réponse qui peut paraître parfois un peu clivante, mais je le rappelle que là, si on prend le prisme des sportives et des sportifs professionnels, il ne faut pas oublier aussi que oui, il y a la prévention, mais ça reste justement leur métier, et c'est là que la prévention va jouer tout son rôle. Un sportif prévenu ou une sportive prévenue, là où la prévention a bien joué son rôle, il pourra pas non plus mettre en avant qu'il savait pas ou que c'était pas de la mauvaise volonté. Si ton entraîneur ou ton médecin te dit tiens, prends ça, ça ira mieux, t'es sportif professionnel, t'es censé savoir que non, tu n'as pas à écouter ce que l'autre te dit, et tu es de toute façon responsable de ce que tu mets dans ton corps. Je sais pas ce que ça vous inspire comme réflexion, mais moi j'ai toujours cette vue un peu clivante, et parfois ça plaît pas, mais j'avais envie de le dire. Oui, bien sûr, mais on peut imaginer plein d'autres scénarios dans lesquels tu fais un métier, tu n'es pas sportif professionnel, mais tu fais un métier dans l'industrie ou dans les services. Est-ce que tu connais 100% des normes qui entourent ta pratique professionnelle ? Normalement, oui, mais il y en a tellement dans tous les sens et partout, et parfois, c'est pas forcément le cas. Et puis, il y a des cas de figure où... et probablement qu'on va le développer dans d'autres épisodes de la série sur le dopage, parce que là, celui-ci va dépasser l'heure encore, et on voit qu'à chaque fois, on ne traite qu'une seule thématique dans ces épisodes, mais c'est qu'il peut y avoir des circonstances, et on en parlait au tout début avec Mathieu, des circonstances dans lesquelles on est plus vulnérable, ou alors où on va commencer à glisser un petit peu du côté des pratiques qui ne sont pas autorisées pour des facteurs externes. Si par exemple...
tu es professionnel dans une banque et que tu connais parfaitement la régulation bancaire et que tu n'as pas le droit de faire tel versement à telle compagnie, mais que toute ta hiérarchie te met la pression dessus pour que tu fasses cette opération, tu vas peut-être être enclin à la faire. Et parfois, ça peut arriver aussi dans le monde du sport professionnel. Non, cette notion de sport professionnel et de métier est très importante. Être sportif professionnel, c'est avoir le droit de performer, de battre tout le monde, mais c'est surtout avoir le devoir de respecter les règles, de faire en sorte de concourir équitablement. Et pour les sportifs de très haut niveau qui, par exemple, sont soumis à la réglementation de la localisation, qui doivent indiquer tous les jours un endroit sur lequel ils pourraient être contrôlés, finalement pour faire l'objet d'un suivi plus sérieux, c'est quelque chose qui est très lourd, mais qui participe aussi de la crédibilité du sport. Et un sportif professionnel, il a ces devoirs-là, de la même manière qu'il a un devoir d'exemplarité, à mon sens. C'est de plus en plus des personnes, finalement des influenceurs qui ont une influence sur nos vies, et donc ils doivent être d'autant plus irréprochables, et c'est une situation qui est vraiment pas évidente, mais voilà, qui est celle d'un sportif de haut niveau. Et peut-être pour terminer sur cette question-là, si on revient finalement à ce qui fait qu'une substance est interdite, c'est intéressant de voir toutes les raisons qui font pourquoi on ne devrait pas avoir recours au dopage. La première, c'est que ça peut influer, ça peut améliorer artificiellement notre performance. Donc ça touche à l'éthique du sport, à la crédibilité du sport. Le deuxième, c'est dangereux pour la santé. Il y a un risque pour la santé, et donc ça, c'est pour tout un chacun. Ne pas mettre son corps en danger pour quelque chose qui n'en vaudrait pas la peine, puisque la plupart des produits dopants, des substances interdites, sont des médicaments utilisés pour soigner des maladies, mais qui ont des effets indésirables, négatifs. Voilà, cette deuxième notion de ne pas se mettre en danger. Et la troisième, le troisième finalement élément qui pourrait faire qu'on interdise une substance, c'est le fait d'être contraire à l'esprit sportif. Et je pense que c'est important, de tout ce qu'on a dit et dans la prévention du dopage, de préserver l'esprit sportif, notion de respect, d'équité et de culte du sport dans le bon sens du terme. Une compétition saine et... Voilà, un esprit sain dans un corps sain, par exemple, c'est une phrase qui moi m'évoque beaucoup au quotidien dans mon travail, puisque c'est vraiment ce que je défends, faire du sport pour ce qu'il est, quel que soit son niveau, ne pas se mettre en danger et respecter les autres tout simplement. Ce qui n'est pas évident. Alors, non, mais je suis tout à fait d'accord. Et moi, je ne vais pas me faire le défenseur des personnes qui se dopent, loin de là l'idée. Je n'ai pas non plus envie d'accabler des personnes qui ont toutes probablement des raisons très diverses et très variées d'être tombées du mauvais côté. Et c'est peut-être avec cette approche détachée que j'aimerais aborder ces thématiques. C'est pour ça parfois que je pose des questions qui peuvent se laisser non, mais c'est se demander tout à fait pertinent. est-ce que Greg il se dope et il a envie de défendre sa cause et celle des autres dopés? Non, c'est pas du tout. C'est tout à fait pertinent, effectivement. Personne n'est un tricheur né. Finalement, c'est des parcours de vie qui font que on prend tel ou tel chemin, telle ou telle direction, et voilà, on n'est pas tricheur à la naissance. On fait des choix, on prend des décisions. Peut-être qu'on est mal aiguillé, on est mal conseillé. Peut-être qu'on fait face à des situations qu'on n'arrive pas à gérer. On fait tous des erreurs dans la vie. C'est pour ça que la suspension à vie est très rare dans le dopage. On considère que finalement quelqu'un qui a recours au dopage peut avoir fait une erreur, et au même titre que dans la vie de tous les jours on peut les peines de prison à vie sont quand même assez rares. Il y a un droit au pardon, à mon sens, mais voilà, c'est une approche qui est intéressante, qui est même essentielle. Ne pas accabler les faits de dopage, essayer de les comprendre plutôt pour mieux les anticiper. Et peut-être prévenir d'autres passages à l'acte, et puis
Et puis ainsi... Tout à fait. On essaye de faire participer des sportifs qui ont été sanctionnés et qui sont revenus, qui ont avoué finalement leur faute. C'est jamais évident de les faire parler, mais c'est tout le temps très évocateur des situations auxquelles ils ont fait face. Et bien, certains sportifs y voient finalement leur propre parcours en se disant bah oui, moi aussi je suis dans cette situation-là aujourd'hui. Et lui a fait le choix, a pris la décision d'avoir recours à quelque chose qui est interdit. J'ai vu ce qui s'est passé. Eh bien, moi, je ne vais pas prendre cette décision et je vais essayer de continuer à travailler, faire des modifications différentes pour poursuivre mes objectifs. Effectivement, c'est un élément qu'on avait prévu d'aborder aussi. Donc, peut-être que si tu as des contacts aussi de ton côté, de gens qui accepteraient de témoigner ou d'en parler, eh ben, ça nous servirait, puisqu'on voulait aussi donner la parole à ces, entre guillemets, repentis ou à ces gens qui sont passés par là et qui en sont sortis et qui, justement, témoignent pour aider les autres, pour prévenir, pour faire de la prévention. Sur cette partie prévention, et je pense qu'on va aller un peu vite là sur la fin, mais tu disais qu'il y avait 3 volets, c'est-à-dire l'approche des gens qui se sont jamais dopés et qui a priori n'y pensent pas, mais pour lesquels on va quand même faire de la prévention, l'approche de ceux qui ont peut-être un peu pensé mais qui sont pas loin de passer à l'acte et qu'on va pouvoir peut-être entre guillemets remettre dans le droit chemin, et puis l'approche de ceux qui justement ont déjà eu recours à des conduites dopantes et comment est-ce qu'on leur fait revenir sur ces décisions-là. Vous, l'approche que vous avez dans cette prévention, j'imagine que c'est justement de ne pas accabler les gens pour ce qu'ils ont pensé ou ce qu'ils ont déjà fait et peut-être les accueillir de manière ouverte. Mais alors dans ce cas-là, comment ça se passe pour une sportive ou un sportif qui va faire son repenti, qui va dire oui, j'y ai pensé ou qui va dire oui, j'y ai touché? Est-ce qu'il encourt quand même des sanctions? Parce que pour moi, ça participe justement de la prévention. Alors, là on est au croisement de la prévention et de la sanction administrative. C'est des situations qui sont finalement parfois compliquées à vivre pour les sportifs. Donc là, si on est dans le cas d'un sportif qui a été sanctionné ou finalement qui s'est dénoncé lui-même, ce qui arrive jamais. J'allais dire, est-ce que déjà au moins le cas se présente? Non, mais c'est peu évident. Mais moi, tout ce que je peux dire, c'est que je vais en revenir aux antennes médicales de prévention du dopage. Ce sont des établissements dans des structures de santé avec des professionnels médicaux, donc un médecin qui va accueillir les sportifs pour des consultations médicales. Et ces consultations médicales vont être anonymes et le sportif va pouvoir se faire conseiller et peut-être apporter des solutions vis-à-vis de sa pratique. Et cette consultation médicale, elle est indispensable à la reprise d'une licence. Donc on va essayer d'accompagner le sportif qui aurait été sanctionné vers la reprise d'une licence pour éviter qu'il répète les mêmes erreurs. Donc voilà, c'est un dispositif qui est mis en place. Après, c'est jamais évident. Peut-être qu'on n'accompagne pas assez les sportifs et il faudrait faire davantage. Mais voilà, dans cette dimension de prévention donc tertiaire, finalement, faire en sorte que on anéantisse le phénomène dans une société ou chez un individu, eh bien, c'est parfois le plus compliqué, mais ça arrive. Et il faut que le sportif accepte la sanction, se dise qu'il y aura un après la sanction, même s'il regrette, même s'il ne referait pas cette erreur, il doit quand même malgré tout payer pour ce qu'il a fait, puisque c'est un acte qui a eu des répercussions pour lui, mais surtout pour les autres, au regard de la compétition. Ok, super. Et peut-être juste pour terminer, puisqu'on avait prévu ça dans le plan aussi, et je pense que ça a un intérêt certain pour cet épisode, qui finance, en tout cas en France, la prévention de la lutte contre le dopage? Alors, c'est à 100% l'État, pratiquement, puisque le ministère chargé des Sports finance l'Agence française de lutte contre le dopage. Ce n'est pas sa seule source de revenus pour la FLD, mais c'est une grosse partie de ses revenus, une très grosse partie de ses revenus, donc qui finance tout à la fois la lutte contre le dopage, donc les
les contrôles, l'organisation des contrôles et l'analyse, mais aussi le programme d'éducation de la FLD. C'est le ministère qui va, alors à travers l'Agence nationale du sport, va financer les fédérations pour leur apporter des subventions, des financements pour mener des projets. Et c'est aussi le ministère qui va donner des fonds à ces services déconcentrés pour animer des actions au niveau local à travers les CREPS. Les antennes médicales donc sont subventionnées par le ministère. Donc voilà, c'est un peu le ministère qui va alimenter tous ces acteurs-là. Et l'AFLD essaye de mettre en place des fonds de dotation. Au niveau international, l'UNESCO a un fonds de dotation pour mener des actions au niveau international. L'Agence mondiale également. On essaye petit à petit de faire appel au privé qui voudraient s'engager sur cette thématique-là et peut-être financer des actions. C'est un peu plus compliqué en France puisque c'est peut-être pas notre culture. C'est ce qu'entend faire l'Agence nationale du sport en mettant autour de la table les collectivités, l'État et les acteurs du privé. Mais voilà, on en est à ces prémices. Et aujourd'hui, c'est quand même une question qui est prise très largement par l'État, qui finance donc les acteurs et les actions. Donc, la réponse simple, c'est le contribuable paye. Absolument, absolument. Oui, parce que finalement, quand on dit l'État, c'est, en tout cas pour ceux qui sont résidents français et fiscalisés en France, c'est nous. C'est Absolument, effectivement, c'est le contribuable, puisque c'est pour notre santé à tous, pour qu'on puisse aussi profiter d'un sport qui soit crédible. Donc voilà, c'est... Oui, bien sûr, c'est clairement une mission de service public et ça fait tout à fait sens. Absolument. Ouais. On imagine assez mal un système antidopage qui soit entièrement financé par des entreprises pharmaceutiques. On aurait tendance à peut-être pas avoir la même confiance dans ce système-là. Donc, Après, chaque organisation finance aussi le programme antidopage. Le Paris 2024, qui aura un programme antidopage, va financer le programme sur ses fonds propres, qui émanent déjà du CIO, du Comité international olympique, et de ses partenaires. Donc voilà, ça fait l'objet de discussions. Mais les acteurs du privé aussi s'investissent, mais plus... Enfin, c'est du privé, semi-privé, mais les grandes compétitions... Là c'est assez indirect, parce que disons que c'est des sponsors du CIO qui participent au budget global de l'événement, et dans ce budget, il y a une partie Exactement. qui est allouée à la lutte antidopage. Donc, c'est pas vraiment directement, par exemple, Coca-Cola qui verserait de l'argent à la lutte antidopage. C'est un petit peu... c'est dans le budget de l'événement global. Tout à fait. Mais un fonds de dotation a été créé par l'Agence française de lutte contre le dopage et qui va être lancé très prochainement avec cette idée-là, que des acteurs du privé puissent faire un don et que ce fonds de dotation serve à la mise en place d'actions sur le territoire national. Moi, j'imagine qu'après, ça pose toute une question aussi de conflit d'intérêts, pour reprendre l'exemple de Coca-Cola, puisque tu l'as cité, qui contribue à la dotation de ce type de fonds, qui sponsorise personnellement certains sportifs, et qu'après, on puisse remettre en cause la pression des sponsors chez certains sportifs qui poussent justement à aller chercher la performance. Mais bon, ce sera un autre sujet. C'est pour ça que je disais que c'est clairement une mission de service public, et que c'est ce genre de budget-là qu'on attend de l'État plus que d'entreprises privées, ou en tout cas qu'une grosse partie du budget soit du service public, parce que c'est comme je le disais, si un jour Novartis contribue à 100% à l'Agence mondiale antidopage, franchement, ça donnera un peu moins confiance que si c'est des fonds publics qui financent ce genre d'organisme. Je pense qu'on a fait un beau petit tour, ouais. Un beau petit tour. J'espère que les auditeurs seront rassasiés. mais voilà, c'est une question très large et je les invite du coup à suivre les prochains épisodes, puisqu'ils auront aussi plein de choses à apprendre sur cette thématique qui est passionnante, autant que complexe. Oui, et c'est pour ça qu'on l'aborde sous différents angles et dans différents épisodes, parce qu'on le voit, c'est des épisodes qui dépassent l'heure à chaque fois, alors qu'on parle que d'une thématique en particulier sur ce vaste sujet du dopage. Mais en tout cas, c'est passionnant, et merci beaucoup Mathieu d'avoir participé à ce deuxième épisode de notre série. Et puis nous, on se réjouit avec Hermano d'enregistrer la suite et évidemment de la diffuser dans cette saison 4. Tout à fait. En attendant, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode foire aux questions
continuation dans 15 jours pour un autre épisode de la saison régulière. Et puis, Mathieu, peut-être si on veut continuer à échanger avec toi, si on veut en savoir plus, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet et peut-être tes prochaines courses au programme? Alors, vous pouvez me trouver sur LinkedIn, hein, c'est quand même un réseau social qui professionnellement, même dans le sport, permet d'échanger beaucoup d'informations. Et sinon, d'un point de vue plus personnel, sur Instagram, la fratrie FRATHR2E, un compte que je partage avec mes frères, 3 frères qui font du triathlon et qui s'amusent autant que possible. Et les prochaines courses, ça va arriver vite, c'est les grands prix de duathlon avant les grands prix de triathlon avec mon nouveau club de Palaiseau, puisque je me remets tout doucement du marathon de Paris qui a été quand même une belle épreuve. Bon écoute, on essaiera de se croiser un de ces quatre au départ d'une de ces courses ou à l'arrivée. On te souhaite une bonne continuation et puis j'espère que toi aussi tu resteras à l'écoute de nos épisodes de Nakan, notamment sur le dopage, pour éventuellement corriger si on venait à dire des bêtises. Ce que chacune et chacun de nos auditrices et nos auditeurs peut faire aussi, soit en nous laissant une petite question sur le site ou alors en nous envoyant un petit message. Tout est expliqué sur podcast.nakan.ch. Rien à ajouter. Merci messieurs pour cet épisode, c'était super intéressant. Merci Grégory, merci Hermano. Merci Mathieu. Bonne fin de journée. Merci, ciao. Ciao. Ciao.